Bonjour, aujourd'hui nous recevons Michael Bianco. Bonjour. Donc Michael, merci d'être venu. Avec plaisir. Vous êtes d'une famille d'origine roumaine, marié, un petit garçon, un intellectuel. Oui. On peut vous définir comme ça. Oui. Et musicien de formation aussi. Voilà, a hésité entre le métier d'historien et le violon. Et finalement, il s'occupe de l'Institut Maïmonide de Montpellier. Et depuis quelques années, il s'occupe aussi de la remise des médailles au juste via DHL. Voilà. Effectivement. Donc l'histoire et le violon, vous l'avez laissé de côté. Pas tout à fait, mais un petit peu. Tout à fait. J'ai laissé tomber le violon par la force des choses, mais lui ne m'a pas laissé tomber. Il me relance souvent. Voilà. Donc vous êtes directeur de l'Institut depuis 2000. Donc vous programmez des conférences, des rencontres. L'idée, c'est de vulgariser, de dépassionner les débats et de rendre accessibles les savoirs. Vous avez écrit des bouquins aussi sur Vichy dans l'Hérault et sur les Juifs de Montpellier et les terres d'Oc. Voilà. Vous aimez la musique, la lecture de sciences politiques et l'histoire. Et qualité, donc je me suis renseigné, modeste, ouvert, curieux, idéaliste d'un naturel joyeux. Oui. Défaut, angoissé. Est-ce qu'on peut être d'un naturel joyeux et angoissé? Oui, quand on est juif, oui. Non, c'est une boutade. Effectivement, il y a ce malaise juif congénital dont parlait admirablement Woody Allen, transmis par la fibre, par le côté paternel. Vous disiez que je suis issu d'une famille juive roumaine. Du côté de ma mère, c'est plutôt la joie. C'est une juive pied noir d'Afrique du Nord. Donc, effectivement, j'ai longtemps hésité entre le violon et l'histoire, mais j'ai longtemps, dans ma personnalité, hésité entre la joie et la tristesse, parce que l'histoire juive est effectivement très lacrymale. Mais il y a toujours cet espoir, cette joie qui reprend le dessus en moi. Je suis plus angoissé que ma sœur, par exemple. Mais des fois, il y a des angoisses constructives, et modestement, j'essaye que ce côté-là l'emporte, effectivement. Donc, on peut, oui, être très stressé, angoissé, mais être aussi joyeux, plein de vie. Et la naissance de mon petit garçon, il y a 21 mois, m'y aide. Voilà. Bon, donc on va commencer avec le prochain numéro de La Glorieuse, avec à la une, la Startup Nation. Voilà, le crash de CareLab, là, une société ultra médiatisée, éditant des chèques santé qui n'était en réalité qu'un feu de paille. Voilà, donc on fait la une là-dessus. Ensuite, on revient sur Nîmes, dans un article Construire et déconstruire, c'est kiff-kiff. L'expression pied noir, oui. Voilà, les européennes, est-ce le premier tour des municipales? Notre article, tous les chemins mènent à Landargue, vers un ticket Altrad d'El Jari pour la politique, et les sens interdits de Cyril Meunier. Voilà au sommaire du prochain numéro. Michael, voilà, donc vous êtes historien aussi. Montpellier a été, à la période médiévale, un carrefour des civilisations, une plaque tournante de l'intellectualisme juif, chrétien et musulman. Ça, c'est les grandes heures de Montpellier. Qu'en est-il aujourd'hui? Écoutez, Montpellier est aujourd'hui la 7e ville de France. Et effectivement, au Moyen-Âge, il y a eu des rencontres réussies autour du legs gréco-arabe, la dynastie des Guillem, la période aragonaise et mallorquine, des rencontres judéo-chrétiennes autour du savoir. Et pour la période contemporaine, Montpellier compte aujourd'hui dans le panorama hexagonal. Elle le doit pour beaucoup à l'œuvre de Georges Frêche, mais pas seulement. Et désormais, le nouveau magistrat, enfin, on est à la fin de son mandat, mais Philippe Sorel semble marcher sur ses pas. Il a ce côté effectivement tacticien politique hors pair. Il a beaucoup apporté à la cité pendant son mandat. Et aujourd'hui, la ville, effectivement, peut s'enorgueillir de figurer au 7e rang national. L'enjeu dans le futur sera effectivement
de rester aussi haut, d'avoir une vision des projets pour pouvoir garder cette excellence qui a traversé les siècles. Mais là encore, là je vous apporte un regard, je ne suis pas politicien, je ne suis pas... Non, mais je ne veux pas de politique, là. Mais- Je vous demandais quel était justement ce carrefour creusé des civilisations Montpellier restait une ville... à l'époque médiévale, à la fin du Moyen-Âge. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a toujours ça? Vous sentez ça? Oui, Montpellier est une ville universitaire, est une ville de sciences. Il y a de très bonnes universités, des centres de recherche. Donc oui, cette ville a gardé effectivement sa colonne vertébrale qui est l'université et la médecine. En 2016, l'Institut Maïmoïde a été regroupé avec... c'est un peu élargi. C'est Philippe Sorel qui a imposé ce changement, qui avait été déjà plus ou moins demandé par Georges Frêche. Oui, en fait, la genèse du projet est à rechercher en 2001. Effectivement, l'Institut a été créé d'une part par les universitaires Sirat et Frêche. Sirat avait été grand rabbin de France et Frêche était député maire de Montpellier, voulant retrouver l'esprit qui soufflait dans les rues de Montpellier au Moyen-Âge, des rencontres judéo-chrétiennes autour du lait gréco-arabe. Puis en 2001, Georges Frêche avait émis avec Sirat, ça venait plus de Frêche, l'idée d'élargir aux autres religions du livre, puisque c'est l'histoire de Montpellier des origines. Ça n'a pas pu se faire pour diverses raisons, et l'idée a été reprise effectivement par Philippe Sorel, qui nous a suggéré d'accentuer le dialogue interreligieux et d'ouvrir cet institut donc aux religions filles. Et aujourd'hui, effectivement, nous recevons des intellectuels arabo-musulmans, nous avons reçu beaucoup de gens d'église. Le mois dernier, nous recevions Salim Mokadem, l'universitaire montpelliérain, pour parler de Platon, donc c'était un beau symbole. Effectivement, un intellectuel arabo-musulman qui parle de l'héritage platonicien, de la philosophie antique. Et voilà, nous essayons de le faire. C'est pas évident aujourd'hui, avec le contexte actuel, avec la montée des populismes, des extrémismes religieux. Certains diront c'est pas le moment, et d'autres vous diront, je pense qu'ils ont raison, au contraire, c'est le moment. Comment qualifieriez-vous Montpellier en termes de tolérance religieuse? Je pense que c'est pas mal. En tout cas, même, vous aviez d'ailleurs réalisé un très bon dossier sur l'antisémitisme récemment. Il y a eu moins d'actes antisémites, par exemple, qu'ailleurs. Pour ce qui est du monde arabo-musulman, je ne pourrais pas m'exprimer, mais je sais qu'il y a des ponts, des passerelles qui sont effectivement noués entre les représentants des cultes. Je pense que c'est l'ADN de Montpellier et le fait que ce soit une ville universitaire, cosmopolite, où ce qui compte, c'est la compétence plus que l'origine, qui fait que, effectivement, voilà, Montpellier est une terre de rencontre, de passage et de brassage. N'est-ce pas les réseaux sociaux qui sont à l'origine du renouveau de l'antisémitisme? En tout cas, ils peuvent agir comme de l'huile sur le feu. Oui, effectivement, il y a un côté viral. Alors, on parle beaucoup de ce renouveau judéophobe, de cette résurgence de l'antisémitisme, cette vieille haine avec un nouveau visage. Effectivement, avec des hébergeurs à l'étranger, on peut dire plus aisément ce que l'on pense du peuple d'Israël. Et André Malraux disait le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Pourquoi la religion génère autant de violence? C'est d'abord l'être humain qui génère beaucoup de violence. Vous avez dans des sociétés primitives des tensions. Je n'aime pas mon voisin, même si je le connais, et a fortiori si je ne le connais pas. Il y a des guerres, des conflits. Peut-être que certains monothéismes mal compris accentuent cela. Pourquoi un Mohamed Merah va faire ce qu'il va faire et un Mohamed Harkoun, un immense intellectuel, ne va pas se faire sauter, mais arrive à tirer la substantifique moelle des cris coraniques? C'est toute la question. Des religions mal comprises, mal entendues, des monothéismes mal saisis, on peut tout trouver dans le Coran, dans les évangiles et dans la Bible hébraïque. Et s'il y a des esprits éclairés, on arrive à faire un djihad intérieur, à s'améliorer soi-même, mais on peut aussi faire dire tout et n'importe quoi au texte. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, d'aujourd'hui. Vous avez écrit un bouquin là, qui s'appelle « Les Juifs de Montpellier et des terres d'Oc ». C'est bien ça? Oui.
En quoi les Juifs ont apporté une contribution décisive à la spiritualité et à l'identité régionale? Est-ce que vous auriez 2 ou 3 exemples? Effectivement, on le doit pour beaucoup aux Almohades, qui prônaient un islam rigoriste au sud de l'Espagne, en Andalousie, qui ont succédé aux Almoravides et qui ont donné le choix aux Juifs, l'exil, la conversion à la foi mahométane ou la mort. Beaucoup ont pris le chemin de l'exil. La famille Maïmon n'a pas choisi Montpellier. Quand les Thibons, les Kimri ont choisi l'Occitanie et ont véhiculé tout le savoir ibérique d'expression arabe, toute la philosophie antique, ils ont été des passeurs de culture entre l'Ibérie musulmane et la chrétienté féodale. Et Montpellier a profité de cet apport. Montpellier a accueilli, certains diront grâce à l'édit de Guillaume de 1181, quiconque d'où qu'il vienne puisse enseigner et étudier la physique, donc la médecine à Montpellier. Montpellier a récupéré par exemple le lignage des Thibonides, 4 générations de savants, des philologues et médecins. Narbonne a récupéré par exemple les Kimri. Et tout cela était de fins lettrés. C'était des cénacles de savants hébraïsants, arabisants, latinisants, qui ont mis à portée des collectivités locales leur potentialité. Les Juifs, de par leur pérégrination, de par aussi le fait que dans le judaïsme, on répond à une question par une autre question, cette gymnastique intellectuelle fait que les Juifs ont souvent été à la pointe de l'intellectualisme, et donc, de par leur migration, ils ont apporté beaucoup à Montpellier. Et là, aujourd'hui, la vague antisémite semble ressurgir. Malheureusement, oui. On a vu des inscriptions, des profanations, des articles antisémites en Pologne aussi. Est-ce fondamentalement lié au parti nationaliste d'extrême droite? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Historiquement, on le sait. L'antisémitisme transcende en politique les clivages gauche-droite, les couches sociales, les milieux. C'est une vieille haine, hein, liftée aujourd'hui, mais... mais cette résurgence, en fait, pendant 30 ou 40 ans, 50 ans, oui, pas vraiment d'antisémitisme. Là, il y a vraiment, on sent qu'il y a une poussée urticante, on va dire. Effectivement, certains ont pensé que c'était à cause du conflit israélo-arabe ou israélo-palestinien. Or, en fait, ça n'a été que la clé d'entrée dans l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reproche à Israël tout ce qu'on ne peut pas reprocher aux Juifs. C'est commode, même si Israël est loin d'être parfait et qu'on peut critiquer le gouvernement actuel. Il y a finalement, on focalise sur Israël, qui est devenu le juif des nations, pour reprendre les termes d'Eli Barnavi, tout ce qu'on ne peut pas dire sur les Juifs, s'il y a des lois mémorielles, etc. Donc certains militent aussi pour que l'antisémitisme redevienne une opinion. C'est le cas d'un célèbre humoriste qui fait plus pleurer que rire, du reste, en faisant monter Forisson sur scène. Il y a un renouveau antisémite, il y a de l'antisémitisme à l'extrême droite, il y a de l'antisémitisme à l'extrême gauche, il y a de l'antisémitisme dans tous les partis politiques. Rendez-vous compte, c'est une maladie qui existe en Occident et en Orient depuis 2000 ans, dans des terres d'héritage chrétien et musulmane, parce que ce sont des religions qui, à l'origine, se sont affirmées au détriment de la religion mère, le fils qui tue le père. Donc, effectivement, il y a encore des restes d'anti-judaïsme, d'antisémitisme, de racisme, tout simplement, qui est basé pour l'essentiel sur la méconnaissance. Et aujourd'hui, là, un attentat, par exemple, comme Toulouse, c'est encore possible? Ça peut arriver à nouveau, bien sûr. Vous avez vu que la vague d'actes antisémites a bondi de 74% en un an. Oui, si ça s'est passé, ça peut se reproduire. Et il s'est passé en France, ce qui ne s'est pas passé pendant la Shoah. On déportait les Juifs à la demande des nazis, et Vichy l'a fait avec zèle. Aujourd'hui, on tue les Juifs en France. Ce qui s'est passé à Toulouse est symptomatique. Oui. Les injures antisémites là, reçues par Alain Finkielkraut lors de sa rencontre avec les Gilets jaunes sont-elles significatives d'un état d'esprit qui a évolué? Oui, tout à fait, bien sûr. Il est coupable, il est juif, il est coupable d'Israël. Et donc, effectivement, je pense que s'il n'y avait pas eu des télés, des gens aux alentours, il aurait pu être lynché. Et on voit très bien la rhétorique. On peut pas dire sale juif, donc on dit sale sioniste. Encore une fois, on doit critiquer Israël, le Hamas, le gouvernement, tel et tel gouvernement. Mais cette obsession anti-israélienne, c'est de l'antisémitisme d'une part, et d'autre part, effectivement, tout le monde a compris que dans le sale sioniste de merde, ça voulait dire sale juif de merde.
Pensez-vous que les pouvoirs publics, les politiques prennent le problème à bras-le-corps? Alors les déclarations sont là. Elles sont à souligner de tous les gouvernements. Il n'y a rien à dire. Il faut que ça se traduise dans les actes. Malheureusement, certains historiens, politologues emploient le terme de maladie pour l'antisémitisme. Un virus qui serait ressorti de sa boîte. C'est difficile de le faire rentrer sur les réseaux sociaux, sur certaines chaînes Internet. L'antisémitisme se propage de façon virale, alors que la plupart des gens n'ont pas connu le juif, ne savent pas ce qu'est le juif, le judaïsme. Et c'est très très inquiétant parce que la jeunesse est touchée et certains historiens alarmistes prédisent déjà la fin, la nouvelle acte des juifs en France. C'est-à-dire? Eh bien, il y a eu un acte médiéval qui s'est fini par l'expulsion des monarques français en 1306 puis 1394. Plus de juifs en France qu'à la Révolution française. Un second acte, donc cet acte était plus séfarade, plus juif méditerranéen. Le second acte est plus juif ashkénaze et juif d'Europe centrale et orientale, qui finit douloureusement par la Shoah. Et une nouvelle page du judaïsme français s'ouvre. Au lendemain de la guerre, des communautés exsangues sont revivifiées, revigorées par l'apport de juifs séfarades orientaux du Maghreb. C'est une nouvelle page qui s'est ouverte, un judaïsme plus décomplexé, plus exubérant, plus joyeux. Et certains prédisent déjà la fin de ce judaïsme à cause de la montée de l'antisémitisme. Il y a de nombreux départs en Israël, il y a une angoisse sourde dans le monde juif français. C'est quoi cette angoisse sourde? Eh bien, c'est de se dire que finalement, si après Auschwitz il y a de l'antisémitisme, c'est qu'il y en aura vitam aeternam. Et ça se traduit par des faits. Il y a le bureau de vigilance contre l'antisémitisme qui comptabilise année après année de plus en plus d'actes. Des fois ça décroît, mais sensiblement ça monte. Et effectivement, il faut avoir à l'esprit que les juifs sont minoritaires en France. Ils n'ont qu'1% de la population, mais ils ont 50% d'actes négatifs à leur endroit. Quel est votre regard sur Zemmour? Je pense qu'il va trop loin. J'ai du mal à le suivre. Je trouve qu'il s'est radicalisé. Il y a des choses sensées dans ce qu'il dit, mais pour ma part, je pense qu'il s'égare un peu. Mais c'est personnel. Est-il vrai que vous étiez pressenti pour figurer sur la liste d'Hélène Mandroux? Voilà, comme question. Si d'aventure elle s'était présentée en 2020? Alors écoutez, on m'a souvent proposé sous Frêche et sous Mandroux. J'ai toujours refusé de prendre une carte d'un quelconque parti pour pouvoir continuer à œuvrer au sein de l'Institut Maïmonide. Il est vrai que Hélène Mandroux m'a souhaité me rencontrer, à l'époque avec Félix Bépeau, et en me disant qu'elle aurait aimé que je sois adjoint à la culture et que me conseillait même de prendre... Enfin, peut-être pas elle, mais ça a été intelligemment fait pour que je prenne ma carte. Moi, j'ai toujours refusé de faire de la politique, c'est pas mon truc. Comprenez-vous la comparaison historique que fait le président Macron avec les années 30 en termes de climat? Sur certains côtés, oui. Ça a commencé comme ça, oui. Que pensez-vous du Front National dans sa nouvelle version édulcorée, Marine Le Pen, disons, qui veut essayer de gommer l'instinct un petit peu antisémite, borderline du pater familial? Vous voyez ce que je veux dire? Je ne la connais pas personnellement, je pense qu'elle est peut-être moins antisémite que son père, ou en tout cas elle ne fait pas d'accès de fixation sur les juifs comme le faisait son père. Finalement c'est ça, l'antisémitisme, c'est l'obsession des juifs, l'obsession d'Israël. Après, elle n'a jamais prononcé une quelconque phrase pour véritablement se démarquer des positions de son père, de cet antisémitisme que l'on trouve quand même encore un peu plus à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche, malgré tout. Si elle le faisait, peut-être effectivement aurait-elle plus de juifs qui voteraient pour elle, parce que c'est son objectif. Est-ce que vous saviez, en votre qualité d'historien, que c'est un certain Georges Vacher de la Pouge qui a écrit, qui a publié l'Arien, qui a été repris par les thèses nazies, et cette personne faisait partie du Parti socialiste de Jules Guesde à Montpellier.
Pourquoi une certaine partie de la gauche française présente ce vieux fond antisémite? Laval, qui a donné les enfants aux nazis, les nazis ne demandaient pas tant quand ils ont exigé de Vichy des représentants de la loi Mosaïque. Laval a fait du zèle et a donné les enfants. Et je rappelle d'ailleurs que la législation anti-juive de Vichy était plus antisémite que la législation nazie. La définition raciale du juif allait plus loin. 400 lois, ordonnances, décrets. Donc il y a un vieil antisémitisme français qui a toujours existé, hein, de Lumont, etc. Et c'est ce que je vous disais, il y a de l'antisémitisme à tous les étages. Je ne veux pas dire que la France est antisémite, loin de là. La France est le premier pays à avoir émancipé les Juifs. La France est aujourd'hui le pays où il fait le mieux vivre pour les représentants de la loi Mosaïque. Mais il y a aussi une tradition anti-juive. On n'a pas le temps d'en parler depuis l'affaire Dreyfus jusqu'à Vichy, jusqu'à certains d'extrême droite. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ça transcende les clivages gauche-droite, oui, nous avons cette haine des Juifs qui transpire dans de nombreux milieux, et à l'origine, c'est des milieux très catholiques ou très musulmans dans certains pays d'islam, même si ça s'est mieux passé en terre d'islam qu'en terre chrétienne pour les Juifs. Il y a eu aussi de l'anti-judaïsme en terre d'islam, il faut pas le gommer. Les gilets jaunes, ça vous inspire quoi? Au début, effectivement, je comprenais leur démarche, la difficulté de finir le mois, l'envie d'avoir une meilleure qualité de vie. Les revendications sont intelligibles. Par la suite, il y a eu quelques dérives, de la violence, il y a eu quelques manifestations d'antisémitisme. Et pour ma part, j'aurais aimé que certains les condamnent, se dissocient, s'écartent de ce qui se passe. Donc effectivement, là, ça part un petit peu dans tous les sens. Et puis, la violence l'emporte. Et certains vont vous dire, ce n'est que par la violence que nous y arriverons. Moi, je pense au contraire, comme Gandhi, que c'est par la non-violence que l'on a de meilleures chances de faire aboutir ces idées. Ce qui s'est passé dernièrement à Paris est regrettable, condamnable. Je pense que là, ça va trop loin. Alors au début, j'embrassais, je souscrivais. Maintenant, non. Sur quoi devrait s'appuyer le renouveau de la communauté juive en France? Bonne question. Je pense que sur cette longue présence, la France a toujours été enjuivée. Alors, pas dans le sens euphémiste du terme, dans le bon sens du terme. Il n'y a pas de France sans juifs. Dès le 1er siècle de notre ère, une présence hébraïque est attestée. En Arles, à Narbonne. Aujourd'hui, la France sans les juifs, la France serait amputée d'un de ses membres. Ils sont là dès le début, ils ont contribué avec d'autres collectivités à bâtir ce que la France est aujourd'hui. Et je pense qu'il faut se battre ici contre l'antisémitisme. Et en cela, les Juifs auront un avenir dans l'Hexagone. Même si effectivement il y a de l'antisémitisme crescendo, il faut le combattre de toutes ses forces. Et voilà. C'est très difficile de répondre à cette question. Mais c'est une question essentielle. Essentielle, bien sûr. Pour ma part, je veux croire que les Juifs, oui, ont un avenir en France, même si les statistiques montrent qu'il y a des départs. Rendez-vous compte, les Juifs de la banlieue parisienne se sont tous repliés sur le 19e. Il y a de nombreuses aliotes, c'est le terme hébraïque pour dire la montée en Israël, des Juifs qui ne se sentent plus chez eux dans l'Hexagone, alors qu'ils sont français, ils ont versé leur sang pour la France en 14-18, en 39-45. Ils sont là depuis le Moyen-Âge. Les Juifs sont français avant les Bretons, avant les Niçois, les Savoyards. Que pensez-vous là du BDS qui manifeste tous les samedis sur la place de la Comédie pour le boycott des produits d'Israël et sous la bienveillance un peu on va dire de la préfecture et de la mairie de Montpellier? Ça fait fait une année ou deux que ça dure. Je pense que le préfet, le maire maintenant ont pris à bras le corps le problème et se battent pour essayer
effectivement de faire interdire ces rassemblements qui sont illégaux et qui effectivement prônent la haine. Le boycott est puni par la loi. Que l'on défende la cause palestinienne est intelligible. On doit soutenir cette cause comme d'autres causes. Mais la manière dont ils le font et la haine que l'on ressent quand on passe sur la comédie. Moi, je connais Philippe Domas, c'est un pro-palestinien, c'est pas un homme violent, c'est pas un homme qui est contre l'existence d'Israël, qui n'est pas pour la destruction de l'État d'Israël. Or, PDS a une très anti-israélien, on est proche de la charte du Hamas qui est antisémite, il flirte avec l'antisémitisme et ils prennent la violence. C'est pas très constructif ce qu'ils font. Au lieu d'organiser des dialogues, et puis la manière d'importer ce conflit étranger, cet abcès de fixation sur Israël comme l'unique responsable des torts des maux des Palestiniens. On parle souvent du blocus de Gaza, israélien de Gaza. Mais est-ce qu'on sait qu'il y a un blocus égyptien aussi sur Gaza? Non. Est-ce qu'il critique ce que fait le Hamas? Vous avez par exemple les dirigeants du Hamas qui roulent dans des voitures de luxe, et vous avez un taux de chômage terrible. Israël n'est pas seul responsable de ce qui se passe avec les Palestiniens. Donc, et puis ces rendez-vous shabbatiques, ils ont choisi le samedi pour se rassembler. La dernière fois, la représentante du CRIF a été prise à partie. Bon, donc, moi, je trouve que c'est pas très constructif d'agir ainsi. Il faudrait mieux inviter des gens de paix, prôner le dialogue, plutôt que la haine. Très bien. On va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien choisir et nous lire le... Vous pouvez la lire. Albert Camus a dit aimer, c'est donner une force à son destin. Que conseillez-vous pour progresser dans la vie? Être ouvert, donner avant de recevoir, tendre la main à l'autre, surtout si ce n'est pas à nous de le faire. On en ressortira grandi. Voilà. C'est ce que je pourrais dire. Très bien, je vous remercie. Avec plaisir.